Merci Claire pour l'introduction et puis merci au comité d'organisation pour l'invitation. Donc, je vais vous parler des différents projets qu'on a menés en France sur le séquençage de la population générale. Et dans le titre, j'avais parlé de PopGen et Gold, donc j'en parlerai à la fin, mais c'est vrai que j'ai voulu montrer déjà des résultats qu'on a sur d'autres projets, donc j'ai changé un petit peu le titre. Donc, comme Claire l'a dit, je suis à Brest, moi, aujourd'hui. C'est un petit peu gris, mais on a un petit peu de soleil. Donc, donc je travaille dans une unité qui est une unité de génétique où on va de la génétique épidémiologique et statistique jusqu'à la génétique fonctionnelle, et puis en passant aussi par l'étude du microbiome. Donc, je vais vous présenter. Alors, il faut que j'arrive à bouger. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter les projets qu'on mène autour de l'utilisation du séquençage de nouvelles générations, donc ce qu'on appelle le NGS, donc qu'on utilise aujourd'hui et qui permet de mieux caractériser le génome humain. Puisque jusqu'à présent, on travaillait plutôt sur des données de génotypage, donc avec les fameuses puces de SNP qui permettaient de faire des GWAS. Et ces puces de SNP, en fait, elles permettent de regarder les variations que dans des endroits prédéterminés du génome, où on sait qu'il y avait de la variabilité, qu'il y avait des polymorphismes. Mais avec le NGS, donc les techniques de séquençage, on va pouvoir voir toute la séquence et donc en particulier découvrir des nouveaux variants qui sont propres à un individu, donc des variants qui peuvent être privés ou un groupe d'individus. Donc c'est vraiment la différence. Donc ça ouvre des nouvelles perspectives dans le cadre du soin avec des projets autour de la médecine génomique et notamment un grand projet dont je parlerai à la fin du plan France Médecine Génomique, donc d'introduire ces technologies de séquençage du génome pour pouvoir mieux comprendre les maladies, en particulier monogéniques, et faire du diagnostic sur ces maladies. Et ça ouvre aussi une nouvelle perspective dans le domaine de la recherche pour l'étude des variants génétiques impliqués dans les maladies plus communes, puisque avec les puces de SNP, en fait, on avait accès à des variants fréquents en population. Donc, c'était le paradigme Common Disease, Common Variant. Donc, pour les maladies communes, on va chercher des variants fréquents. Et avec le séquençage, on a maintenant accès à des variants avec des fréquences plus faibles. Et donc, on peut aussi étudier l'impact de ces variants plus rares dans les maladies. Donc, c'est le nouveau paradigme de Common Disease Multiple Rare Variant, donc de variants multiples où il y aurait aussi de l'hétérogénéité. Donc il y a des tests qui sont développés qui sont un peu différents. En fait, probablement, il y a ces différents types de variants qui jouent dans les différentes maladies et qui expliquent donc l'architecture génétique de ces maladies. Donc ça permet d'explorer un plus grand panel dans l'architecture. Donc pour analyser ces données de séquence, donc quand on est plutôt dans un cadre d'utiliser les séquences pour le diagnostic, on va réaliser des analyses au niveau individuel. Donc, on va regarder la séquence de l'individu pour essayer de trouver le variant causal. Pour vous montrer la causalité, là, ça va plutôt être avec des tests fonctionnels. Et en fait, on verra qu'on on a un peu plus de 3 millions de variants. Donc, il faut trouver ce variant qui est important au milieu de 3 millions de variants. Et pour ce faire, en fait, une étape qui est importante, c'est d'essayer de filtrer les variants neutres qui n'ont probablement pas d'impact sur la maladie. Donc, et pour ça, on va avoir besoin de fréquences alléliques dans la population, puisque les variants neutres, ça va plutôt être aussi tous les variants qui ont des fréquences assez élevées, parce qu'ils ne sont pas soumis à des pressions de sélection. Donc, on va essayer déjà d'enlever de ces 3 millions de variants ceux qui sont assez fréquents en population. Mais ça nécessite d'avoir des données de fréquence en population. On peut aussi analyser ces données de séquence pour trouver des associations dans des maladies complexes, comme je l'ai dit, plus communes. Donc là, ce qu'on fait, c'est des analyses au niveau populationnel. Je voulais faire cette différence entre analyse individuelle et analyse populationnelle, et un design qui est utilisé en particulier. C'est un design que vous connaissez bien en épidémiologie, qui est le design cas-témoin, Case Control Study. Donc la différence, donc, quand on travaille sur des variants fréquents, et donc ce qu'on faisait avec les données de génotypage, on réalisait des tests au niveau de chaque marqueur, donc des tests marqueur par marqueur. Donc quand on travaille par contre sur des variants rares, on ne va pas pouvoir faire ça.
puisqu'on aura un manque de puissance, hein, et si on a des variants très rares qui sont même privés à un individu, on ne va pas pouvoir réaliser des tests d'association à ce niveau-là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on change l'unité d'analyse et on va travailler au niveau du gène, et on va chercher si la distribution des variants rares dans les gènes est différente entre cas et témoins. Donc ça, c'est ce qui s'appelle les RVAS, pour Rare Variant Association Study. Donc il y a différents tests basés sur les gènes qui ont été développés. Donc j'ai pris cette figure qui résume un petit peu les choses. Donc quand on va analyser les données pour réaliser ces tests, il va déjà falloir faire un calling des variants. Donc ça, on le fait puisqu'on a notre séquence et on va comparer la séquence de l'individu à une séquence de référence pour voir les endroits où il y a de la variation par rapport à la séquence de référence. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut sélectionner les variants qui sont potentiellement des variants qui vont avoir un impact en fait sur la protéine. Donc ça puisse être un impact avec un changement d'acide aminé, mais ça peut être aussi un impact sur l'expression du gène. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les damaging variants. Donc on ne sait pas a priori, mais on a un certain nombre d'algorithmes qui permettent de prédire la fonctionnalité des variants. Donc, ça va permettre de réduire en fait le nombre de variants analysés. Et ensuite, on réalise des tests qui sont donc faits au niveau du gène en comparant la charge en variants entre des malades et des témoins. Donc, dans l'étape d'identification des variants, il y a aussi un paramètre important, ça va être leur fréquence. On va avoir besoin aussi d'estimer et d'avoir des estimés de la fréquence des allèles dans la population. Alors pour ce faire, actuellement, on dispose de nombreuses bases de données publiques qui ont été, pour la plupart, réalisées par les Américains. Alors, faut que j'aille sur le bon. Voilà. Donc là, j'en ai listé un certain nombre. Le premier gros projet de séquençage au niveau populationnel, c'est le projet 1000 génomes, j'en reparlerai. Il y a 2500 individus qui ont été séquencés provenant de 26 populations à travers le monde. Parce qu'une fois qu'on avait réalisé la première séquence du génome humain, on a eu besoin après d'avoir des informations sur comment les variants sont distribués en population. Donc ça, c'était un des projets. Il y a eu ensuite des projets de séquençage, alors au niveau non pas de tout le génome, mais de l'exome, donc c'est la partie codante du génome, et qui ont été mis à disposition du public sous forme d'un navigateur sur lequel on peut rentrer le gène qui nous intéresse et on voit les variants. Donc c'est le cas aussi du projet EXACT. Et un projet beaucoup plus gros, qui est beaucoup plus récent, c'est le projet NOMAD, Genome Aggregation Consortium. Donc c'est le même laboratoire que EXACT, mais là il y a des génomes aussi qui ont été séquencés. Donc au total, dans cette base de données, il y a 125 000 exomes, 15 000 génomes, et en fait, une majorité de ces données proviennent de populations européennes. C'est ce qu'on voit sur les figures, et puis on voit surtout l'augmentation du nombre de génomes ou d'exomes qui ont été réalisés au cours du temps, mais donc avec une majorité d'Européens. Mais même s'il y a des données européennes, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des Américains d'origine européenne. Donc en fait, ça représente bien l'Europe du Nord et aussi un peu l'Europe du Sud, mais un peu moins nos données de la population française. Donc on peut constater effectivement un manque, alors il y en a un petit peu, mais un manque de données françaises. Et ça va avoir un impact quand on veut étudier les fréquences alléliques, puisque les études qui avaient pu être réalisées auparavant sur des variants fréquents avaient montré qu'il existait un certain degré de stratification des populations et des différences de fréquences alléliques en fonction de l'origine géographique en Europe. Donc c'est ce qu'on peut voir sur cette figure. Donc ça, c'est une étude qu'on avait réalisée avec Simonif en 2008, où il y avait 5811 individus provenant de 12 populations européennes qui avaient été génotypés sur une puce de SNP. On a une analyse là de 121 000 SNP, et on a réalisé en fait une analyse en composantes principales de manière à extraire les axes de variation, de plus grande variation sur ces données. Donc chaque point, c'est un individu, et les couleurs correspondent au pays où l'individu a été échantillonné, donc au pays d'origine aussi de l'individu. Donc ici, par exemple, en marron, on avait la Russie.
Ici, c'est la Belgique. Les croix rouges, ici, c'est la France. Les croix vertes, c'est l'Espagne. Et donc, bon, enfin, certains d'entre vous, mais je pense pas mal de monde, ont peut-être déjà vu ces représentations. Si on retourne cette carte, donc ces résultats de l'analyse en composantes principales, et qu'on la projette sur la carte géographique de l'Europe, on voit que les données génétiques représentent bien aussi la géographie européenne. Avec, donc je reprends ici l'Espagne, la France et puis la Russie qu'on voit ici. Donc ça, c'est au niveau d'un continent. Ça s'explique par le peuplement de l'Europe avec donc un système qu'on appelle d'isolement par la distance, avec des populations proches qui vont se ressembler plus que celles qui sont un peu plus éloignées. Mais en fait, cette stratification, on va la voir aussi à l'échelle même d'un pays. Comme on a pu le montrer en France, à partir d'une étude réalisée sur les individus qui avaient été génotypés sur une puce de SNP aussi, de l'étude des 3 cités. Alors l'étude des 3 cités, c'est une étude qui a été lancée en 1999 pour étudier la maladie d'Alzheimer, en fait, mais c'est une cohorte de gens âgés de plus de 65 ans qui ont été recrutés dans 3 villes, Bordeaux, Montpellier et Dijon. Et en fait, même s'ils ont été recrutés dans ces 3 villes, on a leur lieu de naissance et ils reviennent un peu partout en France, mais les individus de Bordeaux viennent plutôt de l'ouest de la France, Montpellier plutôt du sud, sud-est, et puis Dijon, un peu plus, une partie plus centrale. Et ça, on va le retrouver si on réalise une analyse en composantes principales à partir des données, en gardant les couleurs qui correspondent aux 3 villes. On voit qu'on a un pattern de stratification aussi, avec Bordeaux ici, Dijon, et puis Montpellier pardon, en rouge, et puis Dijon donc en bleu. Donc ça va se traduire par aussi des différences qu'on verra en termes de types d'associations, mais on peut l'expliquer. Donc ça, on l'a montré récemment, donc à partir de ces données sur les 3 cités, et puis des données sur une autre cohorte, qui est la cohorte Suvimax, que ces différences régionales, en fait, elles sont expliquées par l'histoire des populations et l'existence notamment de barrières géographiques. Donc, ce qu'on a fait dans cette étude, donc on a réalisé en collaboration avec aussi l'Institut du Thorax à Nantes, on a fait un clustering, mais en utilisant des méthodes qui se basent sur les haplotypes, donc c'est plus fin. Donc c'est la méthode file structure. Et on a regardé comment les individus se regroupaient sur cette base-là. Donc, au lieu de regarder les marqueurs un à un comme dans l'ACP, on regarde des marqueurs consécutifs de manière à reconstituer finalement les chromosomes comme une sorte de patchwork et de voir les endroits où les gens se ressemblent le plus. Donc, ça nous a permis de faire un certain nombre de groupes. On obtient des arbres comme ça. On voit par exemple ce groupe-là correspondent au sud. Ce groupe-là, pour l'instant, on ne va pas voir d'un point de vue géographique, mais donc ça, c'est fait sans utiliser la géographie, c'est un premier groupe, etc. Et puis, si on regarde d'où viennent les individus qui proviennent de ces différents groupes, on voit qu'en fait, c'est très lié encore à la géographie. Donc, par exemple, ce groupe ici du sud-ouest, effectivement, enfin, ce groupe qui était Bordeaux, là, qui représente plutôt le sud-ouest. Et puis ici, par exemple, en Bretagne, on a un groupe aussi particulier. Donc on voit qu'il y a cette stratification à l'échelle de la France. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit que les grands fleuves, en fait, ça représente une barrière géographique. Et donc on retrouve dans les données génétiques cette histoire finalement et ce phénomène de barrière qui font que ça limite les flux de gènes. Puis on a pu aussi aller un peu plus loin dans les analyses en utilisant de l'ADN ancien et puis en regardant la contribution des différentes populations qui ont peuplé l'Europe. Alors, ce que je voulais aussi faire remarquer, en fait, on a fait ça sur 2 études de manière complètement indépendante. Donc, nous, on a travaillé sur les 3 cités. L'équipe de Christian Dina à Nantes a travaillé sur Suvimax, et puis en fait, on a des résultats très, très, très cohérents, alors que bon, on a des cohortes qui ont été recrutées de manière un peu différente, donc c'est vraiment quelque chose, un pattern qu'on trouve bien dans les données. Donc là, ce que je disais, c'est qu'on a voulu regarder aussi la contribution dans ces différents groupes qu'on a identifiés des différentes vagues de peuplement de l'Europe. Donc, le premier groupe ici, c'est ce qu'on appelle les West Hunter-Gatherers, c'est les chasseurs-cueilleurs,
représentent des populations plutôt du Paléolithique. Ensuite, on a les fermiers d'Anatolie, donc les early farmers, donc ça c'est plutôt le néolithique. Et troisième courant, c'est les populations des steppes, c'est l'âge du bronze. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que par exemple ces populations des steppes, on les trouve beaucoup plus en Bretagne, en fait, une proportion plus importante de contribution des populations des steppes en Bretagne. Et par contre, plus de contribution des populations du Paléolithique sur le groupe sud-ouest, hein, qui correspond ici aussi une influence basque également. Donc c'est tout ça qui explique finalement ces patterns qu'on voit et cette stratification qui fait qu'on a des fréquences alléliques qui vont être différentes. Et ça va avoir un impact si on n'en tient pas compte. Hein, et je trouve qu'avec cet exemple, on voit bien ce qui se passe. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait comme si on avait réalisé une étude cas témoin à partir des données des 3 cités en disant, bon, ben voilà, les malades, ça va être les individus de Bordeaux et les témoins, ce sont les individus de Dijon. Et donc, on fait le test d'association, on compare les fréquences alléliques, et puis là, c'est le Manhattan Cut, et on a un très beau signal hein, qui monte quasiment à 10-20 sur le chromosome 6, qui correspond à la région HLA, donc où se trouvent les gènes impliqués dans l'immunité. Donc c'est quelque chose qui est connu. On savait qu'en France, il y avait une stratification forte sur HLA, mais donc là, on le voit bien, mais on peut imaginer que, bon, là, je parle des variants fréquents, mais sur des variants rares, on va pouvoir aussi peut-être avoir des patterns, puisque ces variants rares, ils sont souvent plus localisés géographiquement, donc c'est important de tenir compte de l'origine aussi au sein même de la France. Donc, fort de ces constats, on a lancé en 2013 plusieurs projets avec donc mes collègues Jean-François Deleuze au CNRGH et puis Richard Redon à l'Institut du Thorax pour étudier la diversité génétique à l'échelle de la France. Donc, un projet d'abord sur des exomes, dont je vais vous parler ensuite. En parallèle, et puis même un petit peu avant le projet sur les exomes, l'Institut du Thorax avait lancé un projet sur les Pays de la Loire, où ils avaient donc recruté des individus originaires des Pays de la Loire, dans cette population prégo, dont je parlerai aussi un petit peu. Après ça, on est au génome, donc en réalisant des whole génomes dans le cadre du label GenMed. Et puis, je vous parlerai à la fin du projet PopGen, qui est un projet pilote du plan France Médecine Génomique. Donc, l'idée de ces projets, hein, les objectifs, c'était de séquencer des individus qui représentaient bien les différentes régions françaises, donc en faisant de l'exome ou du génome, de manière à explorer la diversité génétique entre les régions et même aussi à l'intérieur des régions. Et puis on voulait aussi que ces données servent de panel de référence pour les études d'association, avec l'idée que si on avait des témoins partagés, ça permettait de séquencer plus de malades et donc d'économiser. Alors, ce n'est pas des témoins parfaits, mais ça permet de faire ça permet quand même de faire de premières analyses pour voir des signaux qu'il faut ensuite répliquer avec des témoins qui sont mieux appariés aux malades, mais en tout cas, ça permet de faire un premier criblage. Et l'idée aussi, c'était d'utiliser ces données pour évaluer différentes méthodes, donc à la fois les pipelines pour analyser les données de séquence, les méthodes de reconstruction d'haplotypes, tout ce qui est aussi inférence de l'identité par descendance entre individus, et puis des méthodes d'imputation de variants rares. Donc le premier projet qu'on a réalisé, donc c'est un projet qui s'est intéressé aux parties codantes des gènes, donc à l'exome, et on a donc réalisé un panel à partir de données échantillonnées dans 6 régions françaises. Donc bon, l'Ouest était bien représenté puisqu'on avait des données donc, du Finistère, des données de Nantes. Donc dans ces 2 études, on avait sélectionné des donneurs de sang dont les 4 grands-parents étaient nés dans le même département et puis même à des distances d'un maximum de 30 km. Donc vraiment très bien ancré géographiquement. Dans les autres villes, donc à Bordeaux, Rouen, Lille et Dijon, on a pris des individus plus âgés pour lesquels on avait leur lieu de naissance, qui étaient nés dans la région.
Sur ces données, on a réalisé un génotypage sur une puce de SNP et également donc un séquençage d'exomes. Au total, on a 574 individus qui ont été séquencés. Enfin, donc après contrôle qualité, on a 574, donc à peu près 100 par ville. Le deuxième projet qu'on a réalisé, c'est le projet France GenREV, donc dans le cadre du LabEx GenMed, où là, on est passé au séquençage génome entier. Donc, on a gardé nos populations de l'Ouest aussi pour comparer ce qu'on obtenait comme information entre exome et whole génome, mais on n'a pas séquencé les mêmes individus. Enfin, il y en a juste 3 ou 4 qui sont communs pour calibrer. Et puis, on a fait une autre étude où on voulait en fait essayer d'étendre et avoir des données sur d'autres régions françaises. Donc, en collaboration avec Marie Zins et Marcel Goldberg, on a travaillé sur la cohorte gazelle en s'intéressant aux individus pour lesquels il y avait déjà des échantillons d'ADN dans la biobanque et on leur a envoyé un questionnaire sur les lieux de naissance de leurs grands-parents. Et on a sélectionné, ce qui est le cas aussi dans les autres études, des volontaires dont les 4 grands-parents étaient nés à un maximum de 30 km. Donc, pour vous montrer aussi, je pense que c'est important en termes de quantité de données. Hein, donc là, ces données-là, donc la première étape, quand on a le séquençage, c'est tous les rites, donc dans un FASTQ, c'est 61 Tera. Les BAM, c'est 95 Tera et le VCF, 3,1 Tera. Donc là, on a 856 individus qui ont été séquencés, avec un excès d'hommes, en fait, mais c'est parce que dans Gazelle, on avait beaucoup plus d'hommes. Alors, si on réalise une analyse en composantes principales à partir des données d'abord de l'exome, les données FREX, voilà ce qu'on obtient. Alors ça, ce qui a été fait ici, c'est de réaliser l'analyse en composantes principales en prenant aussi les individus européens du projet 1000 génomes dont j'ai parlé brièvement au début. Donc, on a des populations dans ce projet d'Europe du Sud, avec l'Italie et l'Espagne qui sont représentées, et d'Europe du Nord avec les données de Grande-Bretagne et puis les CEU. Alors les CEU, on les place souvent, on dit que c'est des données françaises, mais en fait non. On voit qu'ils sont plus près des GBR, donc des individus de Grande-Bretagne. Et nos données françaises, elles se retrouvent ici. Et donc c'est assez intéressant de voir que ça comble un trou entre le sud et le nord de l'Europe, comme on pouvait un petit peu s'y attendre. Ce qu'on voit aussi, c'est que ça correspond bien à la géographie. On a les populations de Bordeaux ici, plus près de l'Espagne, Dijon qui est représenté ici, la Bretagne qui va plus vers les GBR, et puis les populations du Nord ici. Si on fait la même chose sur nos données France GenREF, donc les données de séquençage whole génome, on retrouve quelque chose qui est assez cohérent, la même chose ici. Alors les couleurs, désolé, mais comme j'avais pas des figures avec les mêmes couleurs, donc ici ce sont les Espagnols de 1000 génomes, les Italiens et puis les populations du Nord. Et donc on trouve nos données françaises encore entre les deux, avec un groupe qui se distingue ici, en fait, c'est les Bretons, parce qu'on a beaucoup de Bretons aussi dans France GenREF. J'ai fait aussi ce tableau pour vous montrer le nombre de variants qu'on a identifiés. Donc les tailles d'échantillons ne sont pas les mêmes, on ne vise pas les mêmes parties du génome, mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Donc dans FREX, sur les 574 whole exomes, on a identifié 1 million de variants, et dans France GenREF, 38 millions de variants. Si on regarde ceux qui sont après QC, on diminue quand même beaucoup, parce que ça c'est le brut. Donc après QC, on a 638 000 variants et 25 millions dans les whole génomes. Et en fait, ce qui était intéressant de voir, c'était aussi comparé aux autres bases, on a un certain nombre de variants qu'on ne voit pas dans les bases de référence. Et puis cette ligne aussi, je trouvais intéressant de vous montrer par individu, en moyenne, combien il y a de variants. Donc sur les exomes, c'est 104 000, et sur les whole génomes, 3 900 000. Voilà, donc ça c'était pour montrer que la majorité des variants de FREX qu'on ne trouve pas dans la base de données des exomes exacts, donc mondial, là, enfin qui est surtout aussi avec des données européennes, américaines, c'est surtout les variants rares. Et ce qui était intéressant de voir aussi, c'est que si on prend les variants qu'on a trouvés dans FREX, qui sont des variants dans les parties codantes et qui sont des variants codants qui sont absents d'exact, en fait, ces variants sont enrichis
en variant avec un impact fort, donc en variant plus potentiellement fonctionnel, puisqu'on en a 5% quand on regarde les variants qui sont absents d'exact, contre 2% quand on regarde les variants qui sont présents dans l'exact. Je vais aller assez vite parce que je vois que le temps… J'attire votre attention sur le fait qu'il vous reste 5 minutes. Oui, ouais, j'ai vu. Donc en fait, ce que je voulais vous montrer là aussi, donc ça c'est sur les données whole genome, c'est que si on regarde donc le nombre de variants par individu, donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris chaque individu, j'ai regardé le nombre de variants et j'ai fait des déciles pour voir dans quel décile il se retrouve. Donc il n'y a pas de différence géographique quand on regarde tous les variants, mais par contre on voit une différence forte quand on regarde les variants qui ne sont pas présents dans la base de données nomade. On en a moins en Bretagne, parce qu'elles sont plus proches des populations anglaises et de Grande-Bretagne. Hein, donc, du coup, ces populations-là sont bien présentes dans le nomade. Et puis le centre de la France, par contre, on a moins de variants. Donc, je vais passer assez vite parce qu'effectivement, je vois le temps qui passe. Donc, on a voulu aussi partager nos données, mais partager ces données sans compromettre la vie privée des gens qui participent à la recherche, donc trouver des moyens de le faire sans qu'on ait besoin d'envoyer les VCF, donc les données, à pas mal de labos. Donc, un premier moyen de le faire qui permet de filtrer, c'est d'utiliser des données agrégées. Donc, c'est ce qui est fait notamment dans Exact ou Gnome, c'est d'avoir un browser, enfin un navigateur comme celui-là qu'on a pour Frex, où on donne le nom du gène, et puis on va avoir en résultat les variants qui sont trouvés et les fréquences dans les différentes régions françaises. On a développé aussi un moyen de faire des tests d'association avec les données. Donc ça, c'est un premier exemple. Et on est en train de développer ça au niveau d'une plateforme aussi où on pourra envoyer les données. Donc, je vais passer vite là-dessus. Donc, une plateforme qui permettrait aussi d'envoyer des données individuelles sans en compromettre sans compromettre donc la vie privée des gens et puis sans risque de fuite des données. Donc ça a été fait dans le cadre d'un projet qu'on a réalisé avec l'équipe de Gwenou Poitrieux qui est à Brest aussi et qui travaille sur la sécurisation des données médicales. Et donc on a mis au point une plateforme donc, qui s'appelle Privas. Donc ça c'est Thomas Ludwig dans le labo qui a travaillé là-dessus. Donc c'est une plateforme qui permet de réaliser des études d'association avec des variants rares. Donc on a implémenté un des tests d'association. Et donc l'idée, c'est des gens qui disposent de données sur des patients vont pouvoir envoyer leurs données, mais de manière chiffrée sur cette plateforme et sécurisée, pour que soient réalisés des tests en comparant avec les données de Frex. Pour l'instant, c'est Frex essentiellement. Ils récupèrent des résultats de tests d'association, donc ils peuvent aussi avoir le Manhattan Plot, ce qui permet d'avoir des premières pistes. Donc c'est disponible, il y a un démonstrateur qui est disponible sur notre site web. Qui permet donc de faire ces premiers tests avec, avec l'équipe de Gwenou. On a bien travaillé sur la sécurisation. On envisage d'implémenter d'autres tests et puis notamment ce qu'on développe, nous, de notre côté, pour étudier non plus que le génome codant, mais aussi l'ensemble du génome. Donc, je vais très vite, s'il me reste encore 2 minutes, vous parler de la suite. La suite, c'est d'essayer d'augmenter ce panel de référence en s'appuyant sur la cohorte constante. Donc ça, c'est le projet pilote PopGen du plan France Médecine Génomique 2025. Donc, on a envoyé des questionnaires sur les lieux de naissance des grands-parents aux 200 000 volontaires de Constance. On a récupéré donc les données sur à peu près 118 000 volontaires. On a sélectionné les volontaires dont les grands-parents étaient nés dans une région restreinte. Alors, on a augmenté un peu par rapport aux 30 km, sinon on n'arrivait pas à couvrir dans certaines régions françaises. Ça nous a permis de sélectionner 15 000 volontaires. Donc ça, c'est un travail, donc la chef de projet, c'est Gaëlle Le Folgoc, qui est réalisé aussi avec un postdoc donc, qui travaille sur PopGen, qui est Anthony Herzig. Donc on a sélectionné ces 15 000 volontaires auxquels on a envoyé des kits salivaires. On espère donc récupérer 10 000. On a déjà 10 000 retours, mais il y a quelques échecs d'extraction d'ADN. On va faire un génotypage de tous ces individus, enfin tous les ADN qu'on aura récupérés. Et ensuite, on va sélectionner 4 000 individus pour faire un whole génome.
Donc, juste pour vous montrer la répartition en France, donc là, on a réussi à avoir des données un peu mieux réparties sur la France. Donc ça, chaque point, c'est un des individus parmi les 15 000 qui ont été sélectionnés. Donc ça, je vais passer aussi. Mais en lien avec donc ce projet PopGen, il y a également un programme transversal de l'INSERM qui s'appelle GOLD, qui vise à exploiter donc ces données de séquences de PopGen et les données de phénotype de Constance pour étudier l'impact des variants génétiques sur la santé. Donc il y a 17 équipes qui sont impliquées dans ce projet. Et donc là, c'était le lancement en novembre 2019 à Brest. Donc on essaye de répondre à 4 défis, donc collecter des données génétiques et des données phénotypiques longitudinales, développer de nouvelles méthodes statistiques et bioinformatiques, évaluer la pertinence biologique des résultats statistiques et intégrer l'analyse des données génétiques et phénotypiques sur une plateforme. Donc il y a 4 work packages qui ont été mis en place autour de ces 4 problématiques, avec donc un work package plus sur les phénotypes et d'épidémiaux, un work package 2 sur le développement de méthodes d'analyse statistique pour réaliser des études d'association, mais également évaluer l'effet des variants. Un work package 3 qui est plutôt sur des analyses fonctionnelles avec des modèles cellulaires. Et le work package 4, c'est l'intégration de l'ensemble de ces... Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, j'ai beaucoup de personnes à remercier parce que c'est des gros projets qui impliquent beaucoup d'équipes. Et puis, je vous remercie pour votre attention et désolée d'avoir été un petit peu trop long.